Monsieur Hay, dites-moi aujourd'hui ce qui se passe à Montmagny. On voit des fouilles archéologiques. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Ben, aujourd'hui, c'est notre première journée d'une semaine d'inventaire archéologique. C'est pas vraiment des fouilles, parce que l'objectif présentement, c'est faire ce qu'on appelle des sondages, donc de trouver les sites archéologiques. On les a pas encore dénichés. On sait, on a des indices comme quoi il y en aurait dans le secteur. Et puis là, on vient faire des petits trous un peu ici et là pour voir si on trouverait pas des couches de sol qui nous révèlent des artefacts assez anciens qui nous permettraient de documenter, dans le fond, des occupations préhistoriques dans le secteur. On parle de préhistorique. On parle de quelle année approximativement? Ben, jusqu'à maintenant, il y a eu quelques découvertes de surface qui ont été faites par les résidents du coin. Par Donc, hasard, hein? oui, par hasard, donc des découvertes fortuites. Deux pointes de projectiles qui ont été faites dans les années précédentes. Puis on parle autour entre peut-être 5000 et 3000, peut-être jusqu'à 2500 ans avant aujourd'hui. OK. Et si les premières fouilles sont concluantes, est-ce qu'on pourrait agrandir le chantier et venir en sorte de faire des fouilles archéologiques plus complètes? Oui, bien, c'est sûr que si les sondages se s'avèrent positifs, riches et intéressants, il y aurait matière à venir faire des fouilles plus extensives pour comprendre vraiment c'est quoi le contexte. Parce qu'un sondage, c'est pas nécessairement toujours très révélateur. Ça reste une petite fenêtre qu'on ouvre des fois sur une superficie qui est beaucoup plus grande, mais on a vraiment juste une petite fraction de cette aire d'occupation-là. Donc, on n'a pas toujours toutes nos réponses, mais l'objectif d'un sondage étant pas d'avoir toutes les réponses, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là. Vous allez sonder combien de sites cette semaine? Parce que ça dure une semaine, si je ne me trompe pas, vos fouilles. Oui, c'est l'inventaire archéologique va durer une semaine et puis on a à peu près 11 sites potentiels, 11 terrains À en fait, Montmagny. à Montmagny, tout dans le secteur ici, plus ou moins, où on va venir faire des sondages. C'est sûr que, dépendamment des découvertes, ça va peut-être être un petit peu moins que ça, parce que plus on fait des découvertes, plus ça ralentit notre travail. Donc, moins on a la possibilité d'en faire énormément. Mais a priori, on pourrait faire 11 terrains différents, mais plusieurs terrains, comme ici, puis la maison voisine, se ressemblent beaucoup, là. Donc ça en fait deux avec ceux-là. Mais on espère quand même être capable de couvrir une assez bonne superficie. Comme ça va nous donner une idée assez intéressante de ce qu'il y a dans le sol du coin. Et puis, éventuellement, si on a à revenir, ben là, on va pouvoir cibler les secteurs positifs, là. Je présume que vous n'êtes pas à vos premières recherches de la sorte. Et ce qu'on m'a dit également, c'est que c'était pas fréquent qu'on trouvait des pointes pratiquement intactes, c'est-à-dire des pointes de flèches. Donc, qu'est-ce qu'on trouve qui va faire en sorte qu'on se dit oui, ça c'est un site où ce qu'on veut rechercher? Ben, c'est vrai que des pointes complètes de projectiles, c'est plus rare qu'on en trouve. Souvent, on va plus les retrouver à l'état fragmentaire, ce qui est normal. Il les gardait souvent quand il était encore belle. Mais comme c'est plutôt rare, on va souvent retrouver plus les résidus de fabrication des pointes de projectiles et des autres outils en pierre taillée, parce qu'il faut comprendre que le métal n'existait pas vraiment à l'époque, et puis la plupart des outils étaient faits en matériaux naturels, et la pierre était le matériel le plus dur et le plus intéressant souvent pour fabriquer des outils. Parce qu'en Amérique du Nord, on n'avait pas encore découvert l'utilisation du fer, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Le fer n'existait pas. On connaissait le cuivre qui était disponible à l'état natif, donc sous forme de pépites, un peu comme l'or, qui était retravaillé par les Autochtones durant la préhistoire, mais ça reste quand même des éléments assez rares. Au Québec, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de sources qui étaient accessibles. C'est plus en Ontario qu'on en retrouvait. Mais de temps en temps, on va en avoir aussi, mais c'est plutôt rare. En général, c'est la pierre qu'on retrouve en très grande quantité, là. Est-ce qu'on parle des ancêtres des tribus Abénakis, comment on dit ça, les Abénakiens? Les Abénakis, Abénakis et les Iroquoiens. Est-ce qu'on exactement. parle de les ancêtres de ces tribus-là? Ben, Ceux qui ont rencontré nos ancêtres colons français lors de la colonisation de la Nouvelle-France par le Royaume de France. oui, oui, on peut pas nécessairement dire que c'est les ancêtres directs de telle ou telle nation OK. telle qu'on les connaît aujourd'hui, parce que pour la plupart, c'était des nomades, là, il y a 3000 ans et plus, donc ils bougeaient beaucoup. Alors, c'est assez hasardeux, assez difficile d'associer une ethnicité, dans le fond, à des vestiges archéologiques, surtout dans un cadre d'inventaire où là, on n'a pas beaucoup d'informations encore, là. On n'a pas C'est très sommaire comme C'est information. ça reste très sommaire, là. C'est le but de l'objectif aussi le but de l'objectif, ça se dit pas. Le- c'est l'objectif de l'entreprise ici d'ouvrir des petites fenêtres un peu partout pour avoir une idée générale. Donc, oui, on sait que c'est des ancêtres des communautés autochtones actuelles,
Mais lesquels ancêtres de quelle communauté, ça, c'est plus difficile à dire. C'est sûr que plus on remonte dans le temps, à 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans, ben là, plus ça devient difficile de dire, ben c'est eux autres précisément qui étaient là. Il y a eu beaucoup de mélanges génétiques aussi avec le temps, là. Puis donc, c'est Mais pas c'est après l'ère glaciaire, si je ne me trompe pas. Hein? oui, oui, c'est tout à fait après l'ère glaciaire. Ici, de toute façon, durant l'ère glaciaire, il n'y avait aucune possibilité de survie ici. Il y avait jusqu'à 2 km de glace là, au-dessus de nos têtes, là, puis il n'y avait aucune vie possible. Donc, c'est vraiment après la déglaciation, un certain temps après, où le niveau de l'eau a baissé, puis les terres sont devenues plus accessibles ici. Et puis, c'est à ces époques-là que l'occupation humaine est devenue possible, et puis qui ont laissé des traces matérielles derrière eux. Parce que l'archéologie, nous, on étudie dans le fond le passé humain à travers les éléments matériels qui sont restés dans le sol. Et puis c'est à travers tous les petits bouts de pierre, de céramique, d'os aussi, parce qu'on retrouve des os. Est-ce qu'on a retrouvé justement, bonne question, est-ce qu'on a retrouvé des corps complets? Est-ce que ça arrive parfois lors de vos recherches qu'on trouve un corps complet d'un individu qui est décédé à cette époque-là et qui a été abandonné ou peut-être enterré sur les lieux? Parce que je présume que quand tu es nomade, il t'enterrait sur les lieux d'où ce qui était. Il n'y avait pas de cimetière à cette époque-là pour les tribus. Bien, en effet, des sépultures Oui. très anciennes, on en retrouve. Là, on n'en a pas retrouvé ici. On a retrouvé quelques ossements, mais c'est des ossements animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle C'est pas des ossements d'êtres humains. Non, c'est ça. C'est des ossements animaux, donc des rejets de consommation alimentaire. On les retrouve habituellement à l'état qu'on dit blanchis parce qu'ils sont calcinés jusqu'à temps qu'ils deviennent blancs. Parce que l'os, naturellement, est plutôt un peu jaunâtre. Mais quand on le retrouve calciné blanc, ça, on le sait qu'il a été brûlé dans un foyer. Puis c'est un indice aussi pour indiquer qu'il y avait peut-être un ancien foyer, un feu de camp qui a été érigé dans le secteur, là. Comment fait-on pour évaluer l'époque de la trouvaille? Bien, évaluer l'époque de la trouvaille, il y a plusieurs manières. C'est sûr que ça va être avec beaucoup le style des artefacts. Certains styles d'objets, par exemple les pointes de projectiles, sont assez définis dans le temps. On sait qu'ils commencent à apparaître plus ou moins à telle époque, puis arrêtent d'être utilisés plus ou moins à telle autre époque. Alors, ça nous donne ce qu'on appelle une datation relative. On parle-tu du carbone 14 ici? Est-ce que c'est utilisé dans vos types de recherche? Oui, le carbone 14, ça, c'est une autre type de datation qu'on appelle la datation de type absolu, parce qu'elle va nous donner une date relativement précise, plus ou moins, mettons, ça pourrait dire 3000 ans, plus ou moins 100 ans. Donc, on sait qu'entre 3100 et 2900 ans, il y a eu une occupation probablement associée à cette datation-là. Donc, oui, on pourrait l'utiliser, mais ça prend habituellement un contexte intéressant. On ne date pas n'importe quoi comme ça parce qu'on pourrait dater du remblai, par exemple, il y a quelques années. Et puis, c'est pas ça qu'on veut faire. Là, on veut vraiment, si on a, par exemple, un beau foyer bien en place, bien là, on va prendre des échantillons de charbon de bois qu'on va faire dater. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments encore assez en place qui mériteraient de faire une datation parce que ça coûte quand même au moins 400 là. Donc, on les fait quand ça vaut la peine. Et puis, parce qu'on ne veut pas dater n'importe quoi. Ce qu'on date, c'est l'échantillon, mais si l'échantillon n'est pas fiable, ben la datation ne sera pas fiable non plus. Je présume que ça nous permet également d'apprendre sur le mode de vie de ces gens-là de l'époque. Est-ce que ça a bien évolué avec les années, le mode de vie des Autochtones locales? Oui, bien exactement. En fait, le but premier de l'archéologie, c'est d'essayer d'étudier le mode de vie des personnes qui nous ont précédés ici. Le but n'est pas de ramasser des objets pour le plaisir de les trouver, même si c'est agréable, mais l'objectif est vraiment de reconstituer l'histoire, l'ethnologie, les modes de vie de ces gens-là, puis l'archéologie est vraiment très utile pour ça. Et puis on se rend compte, oui, en effet, que les modes de vie ont quand même beaucoup évolué. C'est sûr que d'une manière globale, pendant très longtemps, ils sont demeurés chasseurs-cueilleurs nomades, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient stagnants dans leur culture, dans leur mode de vie, parce qu'on voit vraiment que la culture change beaucoup. Les types d'objets ils changent, les réseaux d'échange aussi à travers, visibles entre autres à travers les matériaux en pierre qui viennent d'un peu partout en Amérique du Nord. On peut en retrouver qui viennent de la région de Mistassini, du Labrador. La pointe qui a été trouvée ici dans le sous-sol de la maison vient de la région des Grands Lacs. Donc, tout ça nous révèle justement des éléments liés au réseau d'échange. Et puis, donc, oui, on voit une évolution quand même importante à travers le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, ou cette époque-là, c'était des tribus matriarcales ou patriarcales, où est-ce qu'on est capable de comprendre le fonctionnement de vie de ces gens-là? Bien, c'est sûr que ça, c'est des éléments ethnographiques qui sont plus difficiles à comprendre à travers les restes matériels parce que il faut toujours
se demander quelle va être la trace matérielle de ça. Après ça, S'il y en a, ben, bien c'est ça, entendu, s'il y en a. oui. Fait que le fait que ça soit patrie-locale ou matrilocale, matrilinéaire, tout ça, ça laisse pas toujours des éléments matériels dans le sol. C'est sûr si on parle à des époques plus récentes, comme les groupes iroquoiens, là, on sait qu'ils étaient plutôt matrilocal, matrilinéaire, et puis à cause justement des écrits des premiers Européens qui viennent documenter les modes de vie des Amérindiens de l'époque coloniale, on est capable de faire beaucoup de transpositions avec le matériel archéologique, et puis après ça, faire des liens intéressants. Mais c'est sûr que quand on monte à 5, 6 000 ans, ben là, C'est plus difficile, hein? c'est un peu plus difficile. Puis là, les documents historiques anciens de la période coloniale ne sont plus très, très utiles. C'est sûr qu'on peut toujours faire des liens, puis on sait on sait qu'il y a des éléments qui ont perduré très longtemps parce que c'était des éléments culturels qui étaient très efficaces, tout ça. Donc, on peut présupposer, mais C'est pas une science exacte. non, l'archéologie est loin d'être une science exacte. Ça n'en est pas moins une science. C'est une science humaine qui utilise plein de moyens aussi associés aux sciences naturelles, comme par exemple les datations au carbone 14, l'analyse des sols, tout ça, pour essayer de mieux comprendre tous les éléments qu'on trouve. Puis l'archéologie, c'est un peu comme une scène de crime, finalement. Oui, oui, oui. Donc, on a plein d'éléments matériels, souvent assez discrets, Sauf qu'on ne cherche pas le coupable. ça, on ne cherche pas le coupable parce que c'était pas nécessairement une scène de crime, oui. c'était une scène de vie, Oui. mais ça a laissé quand même des traces matérielles qui sont très subtiles, mais chacune d'entre elles a un potentiel quand même informatif très important, même si au premier regard, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, comme par exemple un cheveu sur une scène de crime. À première vue, on penserait que ça ne sert à rien, mais si l'ADN du cheveu peut nous révéler qui a été là, qui a été finalement l'auteur Au du bout de la crime. ligne, ça peut être utile. Au bout de la ligne, ça peut être très utile. Puis l'archéologie, c'est souvent ça. On a beaucoup d'éléments qui sont, a priori, pas très spectaculaires, mais qui sont Qui peuvent en dire davantage sur la question. Exactement. Quelle est la plus grosse trouvaille que vous avez faite dans votre carrière dans ce type de recherche-là? Parce que je présume que ce qui se fait ici se fait ailleurs également pour trouver le mode de vie des ancêtres des Autochtones locales. Donc, quelle a été votre trouvaille la plus spectaculaire? Bien, ça, c'est la question, j'ai toujours du mal à répondre parce qu'en fait, nous, on ne recherche pas le spectaculaire. Puis ce qui est intéressant pour l'archéologue est souvent très banal pour Pour le commun des mortels. Oui, là. c'est ça qui regarde ça. Puis bon, ça a l'air de rien parce que nous, c'est vraiment l'information qu'il y a derrière. Tu sais, au même titre que l'historien, sa plus belle découverte ne sera pas de trouver le manuscrit qui a la plus belle page couverture, mais ça va être le manuscrit qui va avoir l'information la plus Les secrets intéressante. que le manuscrit va révéler. Ben, exactement. Donc, nous, des fois, on va retrouver des simples bouts de pierre taillés, même pas des outils des fois, mais ça va tellement être révélateur des manières dont ils fabriquaient ça, des réseaux d'échange, de toute leur stratégie économique d'utilisation de la pierre, que là, ça c'est super intéressant. Puis ça va bien au-delà de l'apparence de l'objet qui peut être... parce que des fois, des objets qui sont bien spectaculaires, bien esthétiques, ne renseignent pas tant que ça. Est-ce qu'à ce moment-là, voilà déjà 5 à 6 000 ans, il y avait des guerres entre les tribus où les armes, notamment les arcs, existaient, si je me trompe pas, servaient uniquement à la chasse? Encore là, c'est une question qui n'est pas facile à répondre sur les conflits. C'est sûr qu'en règle générale, c'était des groupes, chasseurs-cueilleurs, nomades, assez égalitaires. Les conflits ne devaient pas être si fréquents que ça. Puis quand il y avait des conflits, on ne parle pas nécessairement de guerre meurtrière comme on en a connu plus à la période coloniale, disons. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas nécessairement des conflits, tout ça, mais on parle peut-être plus on ne parle pas nécessairement de guerre. Là. On va parler plus des fois de petits conflits, mais les traces de ça sont encore très difficiles à trouver. On n'a pas vraiment beaucoup d'évidence. La plupart des armes qu'on trouve sont probablement plus associées à la chasse, parce que c'était avant tout des chasseurs. Fait que c'est sûr que... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais visiblement, il y avait pas mal moins de guerres ici qu'en Europe. Encore une fois... De ce qu'on en sait. Ouais, De ce qu'on en sait. probablement, parce que, tu sais, c'est des gens, déjà, si on parle pour les chasseurs-cueilleurs nomades, c'est des gens qui ne possédaient pas la terre, là, tu sais, ils ne restaient pas au même endroit à l'année longue. Donc, en général, les guerres sont quand même moins fréquentes quand on ne reste pas au même endroit. Souvent, on veut défendre son lopin de terre dans le cadre d'une guerre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des conflits. Mais il faut comprendre aussi qu'à l'époque, les conflits étaient les conflits autochtones n'étaient pas de même nature que les conflits européens. Et pas de même ampleur non plus. Pas de même ampleur non plus. Donc, tu sais, souvent... Parce qu'il n'y avait pas d'État. C'était
des tribus nomades qui se promenaient. On n'avait pas d'État comme exemple, Non, l'Empire romain ou les exactement. Gaulois ou peu importe. Ou l'Empire aztèque, par Absolument, exemple, oui. plus au sud. Non, il n'y avait pas de ça ici, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un territoire quand même bien à eux d'exploitation, où ils savaient qu'eux autres, traditionnellement, c'est leur groupe à eux qui se situait, par exemple, autour de telle rivière, tout ça, puis que peut-être qu'à certains moments, ils n'étaient pas toujours heureux de savoir qu'il y avait un groupe voisin qui empiétait un peu sur leur territoire, mais est-ce que c'était nécessairement, on parlait de guerre qui menait à des conflits meurtriers? Pas, pas On n'a pas encore nécessairement. de preuves à ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais on n'a pas les preuves inhérentes à la question. C'est ça, parce qu'il faudrait trouver, par exemple, des sépultures à profusion où on voit qu'il y aurait des marques, par exemple, de morts violentes, des choses comme ça. Puis ça, c'est très, très rare, on n'en trouve pas beaucoup. Ça existe plus ailleurs en Amérique du Nord ou en Amérique centrale, Amérique du Sud, mais ici au Québec, c'est relativement peu fréquent. C'est sûr qu'au début de la colonisation, là, on sait qu'il y avait déjà des conflits entre nations autochtones qui dataient d'avant l'arrivée des Européens. Mais Notamment les Iroquois qui étaient en guerre contre d'autres tribus, ouais, se c'est ça. sont alliés avec les Anglais et les autres tribus, généralement, se sont alliés avec les Exactement, Français. exactement, exactement. Donc ça, c'était des Français, c'était des conflits qui existaient déjà avant la période coloniale, la colonisation après ça a un peu exacerbé ces conflits-là qui étaient déjà existants. Mais on a l'impression, peut-être à tort, que c'est un phénomène qui est plus récent dans le fond, et puis peut-être pas étrangère aussi au fait que là, c'était entre nations qui étaient plus sédentaires. C'est peut-être le phénomène un peu de sédentarité et aussi c'est une question très complexe, là, mais aussi toute la question de transposition du rôle de l'homme qui, au début, était le pourvoyeur chez les chasseurs-cueilleurs nomades. Et puis après ça, dans les sociétés plus matrilinéaires, plus matriarcales, ben là où la culture, par exemple, du maïs, tout ça, toute l'économie était plus du côté féminin. Fait qu'après ça, tout ce qui était plus politique, économie extérieure, guerre, était plus après ça le rôle des hommes. Donc peut-être qu'il y a eu un effet de peu de transposition du rôle de l'homme qui s'est exercé plutôt vers la guerre que vers la production de nourriture. Monsieur Hyde, merci infiniment et Ça fait plaisir. bon séjour dans la capitale de